Les droits de l'enfant occupent une place essentielle dans toute société qui se veut juste et équilibrée. Au Cameroun, ces droits sont encadrés par des textes nationaux et des conventions internationales. Pourtant, entre principes et réalité, de nombreux défis subsistent. Les droits de l'enfant, on en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Ce jour, nous parlons des droits de l'enfant. À partir de quel âge est-on juridiquement considéré comme un enfant au Cameroun? Et peut-on dire aujourd'hui que les droits de l'enfant sont effectivement respectés au Cameroun? Pour nous éclairer, nous recevons sur ce plateau Sylvie Ekobel, les juristes. Sylvie, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. Le droit d'un enfant, c'est d'aller à l'école. C'est tout ce qu'un parent peut laisser comme héritage à son enfant. C'est pas votre bien? Non. S'il faut qu'il doit laisser un bien, c'est pour mon épouse, c'est non pour l'enfant. Le droit le plus important d'un enfant, je pense, c'est l'éducation. Et après l'éducation, je pense, suivi la santé. L'héritage, déjà, l'éducation fait partie de l'héritage. Parce que quand un enfant qui fréquente et trouve le minimum, je pense qu'il n'a pas besoin d'héritage. Sinon, ça crée beaucoup de problèmes, l'héritage. L'école même, peut-être ne veulent pas aller à l'école parce qu'ils veulent hériter les biens des papas. Donc moi, je préfère que le père mette des moyens pour l'éducation et on oublie l'héritage. Moi, le plus important que je dois donner à mon enfant, c'est l'éducation. Dans quel sens? À l'école ou bien à la maison? À l'école et à la maison aussi. Le plus important d'un enfant, c'est l'éducation. L'éducation, pourquoi? Parce que c'est la base. C'est ça qui éduque, qui amène l'enfant à comprendre les choses de la vie. C'est ça qui amène l'enfant à être respectueux. Et vous voyez que dès que l'éducation d'un enfant est ratée, ça fait qu'il devient violent, il devient un barbare. Comme on voit aujourd'hui des enfants qui passent leur temps à fumer de la drogue, à prendre des choses un peu plus bizarres. Les enfants de Dieu sont déjà un peu plus agressifs. Pourquoi? Parce que les parents ne peuvent plus les encadrer comme il se doit. À l'époque, les parents avaient cette possibilité de gérer les enfants dans l'éducation parce que les choses coûtaient un peu plus moins cher. Aujourd'hui, l'école est devenue autre chose et en passant, ça fait que les enfants ne peuvent plus vraiment être équilibrés. Donc, l'enfant a droit à l'éducation et à la santé. Parce que c'est la première priorité. L'enfant n'a pas demandé de naître. Donc ce qui fait que pour naître un enfant, c'est la décision d'un parent. Et ça revient de droit que tu l'éduques et pour qu'il réussisse cette éducation et pour qu'il soit en santé. C'est pour ça que je préfère que je vous ai insisté que l'éducation et la santé. Oui, c'est les priorités de la vie. Le droit le plus important, c'est l'éducation. Et l'éducation parce que c'est ça qui l'instruit à l'école. Le droit le plus prioritaire, comme pour tout être humain, c'est la santé. On doit porter la santé à son enfant et une bonne éducation. La santé parce que si tu n'as pas la santé, rien n'est possible. Même l'éducation, comme j'ai dit tout à l'heure là, l'enfant ne peut pas aller à l'école, l'enfant ne peut pas être éduqué, parce que s'il n'a pas la santé, qu'est-ce que tu vas lui apporter encore de plus? Sylvie, j'ai envie de dire que je pense que vous partagez le même avis que ce qu'on vient d'écouter. Oui, je partage effectivement le même avis, mais on va davantage expliquer ce que le Code civil, le Code du travail, le Code pénal prévoient en matière de protection des droits des enfants. D'accord. Alors, quels sont les principaux textes déjà qui encadrent les droits de l'enfant au Cameroun?
Alors, au Cameroun, nous allons voir que le Cameroun a ratifié certains traités internationaux qui protègent les droits des enfants. On va voir la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants. Sur le plan régional, on va voir la Convention, la Charte africaine qui protège le bien-être des enfants. Maintenant, sur le plan, il faut dire déjà que d'après l'article 45 de la Constitution, ces traités internationaux ont une force supranationale. Ça veut dire que, au regard des lois nationales, elles viennent au-dessus des lois nationales. Maintenant, sur le plan interne, sur le plan national, nous allons voir que différents instruments juridiques internes protègent, garantissent les droits des enfants déjà, protègent leurs droits et également sanctionnent les abus qui sont exercés sur les enfants. On va voir le code civil, le code pénal, le droit du travail. On va entrer en profondeur au fur et à mesure. D'accord. Alors, à quel âge on est juridiquement considéré comme un enfant au Cameroun? Alors, il faut dire qu'il y a une célèbre maxime qui dit que l'infa conceptio pro nato habitu, qui veut dire l'enfant simplement conçu est considéré comme né lorsque cela va de ses intérêts. Donc, ça veut dire qu'en matière de succession, d'héritage et autres, lorsque l'enfant est conçu, il va être compté parmi les héritiers, les ayants droit. D'accord. Donc, dès le ventre, il est déjà... on peut déjà le considérer comme un enfant. À la seule condition que dès sa naissance, il soit vivant et viable. Ok. Peut-on dire au Cameroun que les droits de l'enfant sont effectivement respectés? Il faut dire qu'au Cameroun, sur le plan légal, sur le plan textuel, les droits des enfants sont reconnus déjà et puis sont protégés. Maintenant, on va voir qu'il y a certaines dérives sur le plan de la pratique, sur le plan de nos us et coutumes, sur le plan des traditions. Il y a encore certaines bavures, certaines dérives qui méritent qu'on puisse dénoncer parce qu'on a vu les célèbres affaires, plusieurs affaires qui défraient la chronique, les enfants qui sont mutilés, les mutilations génitales, les mariages forcés, les mariages précoces, voilà, avec tous les lots de conséquences. On a vu même les enlèvements des enfants. Il y a encore certains rites qui sont imposés aux enfants que normalement, d'après les tests internationaux que j'ai cités, sont contre déjà la traite des enfants, le travail des enfants. On va voir que dans certaines familles, ce sont des enfants qui sont les pourvoyeurs. Les enfants travaillent à un bas âge, à moins de 14 ans, et pourtant que le Code du travail l'interdit. Donc il y a certaines actions, certaines pratiques sociales qui sont contre les tests législatifs qui protègent les droits des enfants. Alors, de par votre expérience, selon vous, quels sont les droits des enfants qui sont les plus violés? Ou alors, tous cela sont un peu touchés? Alors, je vais d'abord commencer à parler de l'encadrement textuel. On va parler déjà, il y a 3 types d'encadrement législatif. On va parler à partir du Code civil, du Code pénal et du Code du travail. Dans le Code du travail, ici, là, on pose le principe au niveau de la filiation. Tout être humain, tout enfant a droit à une filiation. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans certaines mairies aujourd'hui, on lance des campagnes de sensibilisation pour établir les actes de naissance. Oui. Ça veut dire que l'État, d'après l'ordonnance 1981, oblige les parents dès la conception, dès la naissance, à établir obligatoirement les actes de naissance. Maintenant, on va un peu plus loin. Même lorsqu'il y a les articles 1221 et suivants du Code civil qui font référence aux droits et les devoirs des époux, obligent les époux à une obligation d'éduquer, entretenir et élever les enfants. Et il faut dire que cette obligation, lorsque les parents s'abstiennent ou bien refusent de le faire, il y a des sanctions qui sont appliquées. Et maintenant, on va même plus loin. Lorsqu'on parle d'héritage, un parent qui a des biens ne peut pas se lever un matin et dilapider ses biens ou bien faire des dons sans pouvoir protéger réserver certains biens qui sont dévolus à ses successifs, qui sont dévolus à ses enfants. Ça veut dire que lorsque vous avez des biens, vous ne pouvez pas vous lever un matin et pouvoir attribuer, bien faire des donations qui vont vider la réserve héréditaire qui revient normalement à vos héritiers susceptibles. Donc, ça veut dire que le Code civil, déjà, pouvoir poser des jalons, ça veut dire que l'enfant doit être reconnu, l'enfant doit avoir un acte de naissance, oui. Les droits des enfants sont protégés, les obligations des parents vis-à-vis des enfants, nourris, élevés, mais également, ça va même plus loin, parce que même au niveau de la garde, le juge ici a l'obligation d'attribuer la garde dans l'intérêt des enfants. On va voir même encore également que en dehors de ces cas de filiation, vous allez voir que
l'ordonnance de 1981 a ici voulu protéger les enfants. Vous allez voir qu'avant cette ordonnance, dans l'acte des enfants, en ce qui concerne les enfants nés d'un commerce adultérin, dans leur acte de naissance, on mettait soit père inconnu, ce qui causait un traumatisme pour ces enfants qui étaient souvent moqués lors des récréations, mais dans la salle de classe, parce que lorsqu'on présentait les actes, leurs camarades constataient qu'effectivement, à la place du nom du père, il y avait père inconnu. Le législateur a voulu donc pallier à cela et il a demandé à ce qu'on puisse laisser un vide pour protéger toujours la sensibilité des enfants. Mais ça va un peu plus loin. Vous allez voir que le législateur camerounais permet ici au père qui a commis l'adultère et qu'il y a un enfant qui en est la résultante, de pouvoir reconnaître cet enfant. Dans certaines juridictions, en Côte d'Ivoire par exemple, c'est un peu compliqué parce qu'il faut le consentement de l'épouse. Ouais. Vous voyez que ça pose problème. Au Cameroun, le père peut reconnaître cet enfant sans le consentement de son épouse. Ce qui a l'avantage, c'est que les enfants qui sont reconnus, que ce soit d'un commerce adultérin ou bien les enfants légitimes, ici, d'après les tests internationaux, ont les mêmes droits. Okay. Ça veut dire qu'on ne va plus se dire que parce que c'est un enfant légitimé, c'est un enfant reconnu, il a la moitié de ce qu'il aurait eu s'il était un enfant légitime. Donc ça veut dire que sur le plan légal, ce sont des enfants qui vont venir au même rang au niveau de la succession de ce monsieur qui a reconnu cet enfant. Donc voilà des mesures législatives pour protéger, que l'État a mis pour pouvoir protéger les droits des enfants. Maintenant, on a fini avec le Code civil. On part dans le Code pénal. Vous allez voir qu'au niveau du Code pénal, ici, il s'agit de la répression. Il s'agit de la répression des auteurs des abus, des infractions qui sont exercées sur les enfants. Vous allez voir que l'infanticide est pénalement, la personne qui commet un infanticide en cours des peines privatives de liberté, aussi bien cette personne, l'auteur, que les complices. Ça veut dire que vous allez voir entre guillemets, des praticiens, des médecins et autres qui autorisaient ou bien pratiquaient des avortements sont passibles des peines privatives de liberté parce que l'avortement au Cameroun n'est permis que pour deux conditions. La première condition, c'est que la vie de la mère soit en danger. Et la deuxième condition, c'est que la vie de l'enfant, l'enfant ne sera pas viable. Ça veut dire que c'est juste un problème qui concerne la conception, la grossesse en elle, même si ça peut entraîner la mort, la mort de la mère. Mais maintenant, pour d'autres raisons, ce n'est pas possible. Et même encore, pour ces raisons que j'ai citées, il faut l'autorisation du président de la République. Vous voyez que c'est compliqué. Ce sont des mesures on a voulu encadrer strictement ces mesures pour pouvoir éviter qu'on ait une recrudescence des cas d'avortement parce qu'à un certain moment, c'était devenu un épiphénomène et avec les conséquences parce que lorsque des jeunes filles pratiquaient des avortements clandestins, on voyait des conséquences, les décès et autres. Là, c'est au plan de l'avortement. J'ai dit tantôt, l'auteur de l'avortement, même si c'est votre enfant, parce que vous allez estimer peut-être que parce que c'est moi qui ai conçu cet enfant, je peux me permettre, j'ai un droit de vie ou de mort sur cet enfant. Il faut savoir que lorsque vous commettez un acte d'avortement, vous êtes passible des peines privatives de liberté. Lorsque, après avoir accouché, vous abandonnez votre enfant, vous êtes poursuivi. Lorsque vous commettez des actes de violence sur l'enfant, les châtiments et autres, on a vu dans certains reportages les mamans, les tantes et autres, les mamans qui séquestraient les enfants, qui ne nous aident pas les enfants. Vous êtes passible des peines privatives de liberté. Maintenant, on va plus loin. On va voir que le législateur pénal, ici, là, il protège même au niveau de l'accès à la justice. Ça veut dire la poursuite. On va voir que les enfants de certains seuils ne sont pas pénalement responsables. On va voir qu'ils bénéficient soit des circonstances atténuantes qui les exemptent de certaines peines ou bien qui réduisent leurs peines privatives de liberté. On va voir également que même au niveau de la prison, il y a souvent, c'est vrai qu'on le déplore aussi, il y a certains quartiers pour les mineurs. On va voir également que le commerce d'enfants est interdit, l'enlèvement d'enfants est interdit, la prostitution des enfants, c'est interdit. Le proxénétisme, la pédocriminalité, la pédophilie est interdit. Et on a eu la chance parce qu'on a une nouvelle loi qui protège la cybercriminalité avec les enfants, qu'on exposait la nudité des enfants sur les réseaux sociaux. Maintenant, sur le plan, le Code du travail, on va voir qu'il y a certains travaux, les travaux de nuit, certains commerces que les enfants ne peuvent pas, sont interdits de faire, peut-être la vente et des débits de boissons à un bas âge, c'est interdit. Également, l'enfant ne peut pas exercer une activité rémunératrice ou bien un commerce ou bien un travail en deçà de 14 ans. Et même lorsqu'il a 14 ans, on va regarder le type de métier qu'il exerce.
D'accord. Bon, je reviens quand même sur ma question à la base. Hein. À partir de votre expérience, quels sont les droits qui sont les plus violés selon vous? Alors, les droits qui sont les plus violés, le droit à l'éducation. Okay. Le droit à l'éducation, le droit à la santé. Parce que vous allez voir que encore aujourd'hui, dans notre société, malheureusement, il y a des enfants qui n'ont pas accès à la scolarité. Il y a des enfants qui n'ont pas accès à des soins de santé de qualité, parce que ça peut exister, mais de qualité. On va voir que malgré les campagnes de vaccination gratuites, déjà, il y a certains parents qui freinent encore à pouvoir faire vacciner leurs enfants, malgré également le fait que la scolarité dans le public, dans le secteur public est gratuite. Il y a encore certains enfants dans l'arrière-pays qui n'ont pas accès à une éducation de qualité. D'accord. Alors, je vais revenir un peu sur les points que vous venez de relever. Déjà, les biens du père, c'est lui qui bâtit sa, je veux dire sa fortune. Est-ce que dans cette fortune-là, il n'a pas un peu... Et c'est la sienne, il peut décider aussi de ne pas bâtir une fortune. Est-ce qu'à ce moment-là, ça vous dit qu'il n'a pas pensé à ses enfants et donc il est coupable? En fait, lorsque on a des enfants, on a des obligations vis-à-vis de ces enfants. Okay. L'obligation d'élever, d'entretenir, d'éduquer les enfants, mais également l'obligation de leur assurer un avenir. Ça veut dire que lorsqu'on a des biens, on ne peut pas se permettre de dilapider ces biens ou bien de faire des donations qui vont léser les intérêts de ses successifs, qui vont léser les intérêts de ses héritiers. À moins que ces derniers renoncent à la succession, parce qu'ils ont la possibilité de renoncer à la succession pour Y raison. Mais lorsque vous faites des donations, même dans votre testament, vous ne devez pas léser vos enfants. Sinon, ils pourront contester les donations que vous avez faites. D'accord. Je reviens sur la garde. Là aussi, c'est encadré. Oui. Alors, pour donner, pour qu'un parent ait la garde, il faut passer par le tribunal. Oui. Que faire donc de ces parents qui peut-être vont venir voler des enfants à la sortie d'école ou autre, ou encore cette assertion qui continue, qui est tenace quand même dans notre société, quand l'enfant aura 7 ans, son père va venir récupérer? Alors, vous faites bien de poser cette question parce que c'est un fait de société, c'est assez inquiétant. Vous allez voir dans le code pénal, les nouvelles dispositions ici, qui ont consacré des articles pour la protection des droits des enfants. Peu importe que vous vivez dans une famille où les parents sont mariés ou bien que les parents vivent séparément. Premièrement, le parent qui n'a pas la garde de l'enfant n'a pas le droit d'enlever l'enfant. Il peut avoir un droit de visite. Et lorsqu'il a un droit de visite, il a l'obligation, à la fin de ce délai de peut-être combien de jours, ça dépend des conventions entre les époux, de représenter ou bien d'aller remettre cet enfant au parent qui a la garde exclusive. Maintenant, lorsque vous ne le faites pas, vous êtes passible des peines privatives de liberté. Maintenant, les parents ont également l'obligation de pouvoir nourrir leur enfant. C'est la raison pour laquelle, même en matière de divorce, le plus souvent, le juge condamne un parent, ça peut être la mère ou le père indifféremment, parce qu'on a tendance à croire que c'est souvent l'homme, mais souvent aussi la mère a une obligation alimentaire vis-à-vis de l'enfant. Ça veut dire que lorsque vous abstenez de le faire, la partie qui se sent lésée, ça veut dire l'épouse et l'époux, pour pouvoir vous poursuivre, voilà, pour pouvoir obtenir que vous puissiez payer les pensions alimentaires. Mais également, ça va un peu plus loin. J'ai parlé tantôt de la scolarité. D'après le nouveau test de loi, le code pénal ici, le parent a l'obligation de scolariser son enfant. Lorsqu'il ne le fait pas, il est passible des peines privatives de liberté. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas laissé à la latitude de parents de se dire que bon, je ne nourris pas mon enfant, je ne scolarise pas mon enfant, je ne prends pas soin de mon enfant. Non, c'est une obligation légale qui est assortie des sanctions lorsqu'on ne respecte pas. D'accord. Et le parent ne vient pas, le père ne viendra pas chercher l'enfant à 7 ans parce que c'est le père. Alors, il faut dire que c'est une rumeur, je ne sais pas si je vais dire une rumeur qui a été longuement répandue et entretenue par des personnes qui étaient moins aguerries en ce qui concerne les tests de loi. Aujourd'hui, je vais me faire l'obligation de pouvoir rectifier les choses en disant que ici, le juge accorde le droit de garde de l'enfant dans l'intérêt de l'enfant.
Peu importe que l'enfant ait 5 ans, 6 ans, 7 ans, peu importe l'âge de l'enfant, si vous, le parent, vous apportez, vous offrez des garanties vous présentez mieux des garanties, un meilleur confort, l'épanouissement, un cadre de vie agréable, vous obtiendrez la garde de cet enfant, peu importe que vous soyez le père, vous soyez la mère, et peu importe l'âge de l'enfant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu certaines jurisprudences par le passé qui octroyaient la garde de l'enfant à la mère lorsque celui-ci avait été en deçà de 7 ans, et après 7 ans, on octroyait au père. Mais d'après les textes de loi, la garde de l'enfant n'est accordée que dans l'intérêt exclusif de l'enfant. Merci. Alors, peut-être qu'il faut préciser les sanctions prévues par la loi en cas de violation des droits de l'enfant. Alors, en cas de violation des droits de l'enfant, les sanctions sont assez sévères et elles sont assez lourdes. Vous allez voir que lorsqu'il y a eu, par exemple, infanticide et autres, ce sont des peines privatives de liberté qui vont jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour l'auteur de l'acte et également pour les complices. Donc, vous allez voir que ce sont des peines qui sont assez lourdes. Il ne s'agit pas juste d'une répression banale. Vous ne pourrez pas encourir peut-être 6 mois d'emprisonnement. Non, ce sont des emprisonnements fermes qui vont au-delà souvent de 1 an, 2 ans et 5 ans d'emprisonnement. Et même plus, dans les cas de viol, on a vu des personnes qui ont été condamnées à 9 ans d'emprisonnement. D'accord. Alors, les droits de l'enfant, là on a parlé des enfants qui sont dans des familles, même si elles sont monoparentales, même si elles sont divorcées. Qu'en est-il des enfants en situation de rue ou abandonnés? Alors, les enfants en situation de rue ou abandonnés, l'État a le plus souvent mis sur pied des structures et des organisations pour pouvoir protéger ces enfants. Vous allez voir les services sociaux, vous allez voir certaines organisations qui ont souvent l'obligation, en fait, qui recueillent souvent ces enfants, soit dans des centres ou bien dans des orphelinats. Mais ce qu'on déplore, c'est qu'il y a souvent un manque d'encadrement. Ils sont souvent laissés aller parce qu'il n'y a pas peut-être de surveillance à ce niveau. Mais il y a des centres qui sont spécialisés pour pouvoir encadrer, protéger ces enfants, pour que ces enfants ne se retrouvent pas dans la rue. Dans la rue, d'accord. Est-ce qu'un enfant peut porter plainte? Est-ce qu'il peut saisir la justice? Si oui, comment? Alors, il faut dire qu'un enfant n'a pas la capacité juridique. Légalement, l'enfant n'a pas la capacité juridique pour pouvoir porter plainte, pour pouvoir intenter une action en justice. L'enfant a besoin de se faire assister par un tuteur, par un parent, qui pourra porter plainte à sa place pour sauvegarder ses intérêts. Mais l'enfant lui-même, il n'a pas de capacité juridique. D'accord. Et quel est le rôle que, bon, vous avez déjà dit, mais les écoles et les institutions, est-ce que selon vous, vous pensez qu'elles sont juridiquement suffisamment encadrées pour les enfants? Alors, il faut dire que d'après les textes de loi, les écoles ont l'obligation d'encadrer les enfants, éduquer les enfants. Ce qu'on a eu à déplorer, heureusement qu'il y a eu certains tests de loi pour pouvoir protéger les châtiments corporels. Vous allez voir que le plus souvent, c'est dans certaines écoles où les enfants subissaient des châtiments corporels déplorables. Les enfants revenaient à la maison avec des bleus, des cicatrices, parce qu'effectivement, on estimait que le châtiment corporel permettait à l'enfant de mieux assimiler ses leçons. Mais heureusement qu'avec le temps, on a compris que le châtiment corporel peut entraîner des dommages irréversibles et que des personnes qui sont auteurs, peu importe que vous soyez enseignant et autres, vous êtes passible de peines privatives de liberté. Je vais faire une petite entorse, je fais un pas en arrière. On a parlé justement de ces peines privatives de liberté. Est-ce que la sanction est plus forte lorsque l'auteur a une filiation avec la victime? Alors, lorsque l'auteur a une filiation avec la victime, c'est une circonstance aggravante. Okay. Voilà. Par rapport à un complice lambda, ça veut dire que lorsque vous êtes peut-être le père, vous êtes la mère, vous êtes un ascendant, vous avez un lien de filiation très proche, d'un degré très rapproché avec la victime. L'acte que vous causez à cette personne, viol par exemple, voilà, ça entraîne une circonstance aggravante. Et là, on reste... Bon, ça veut dire que forcément, le 5 ans ne sera plus 5 ans. Non, bien entendu, la peine est revue à la hausse. D'accord. Alors, rapidement, pour sortir, selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux défis à relever pour une meilleure protection des droits de l'enfant au Cameroun? Alors, pour une meilleure protection des droits des enfants au Cameroun, premièrement, d'abord, faire une sensibilisation accrue. Parce que je m'en voudrais si je ne parlerais pas des cas qu'on déplore, les jeunes, la petite fille qu'on a violée et puis à la suite, je ne sais pas si c'est ça qui a causé son décès parce que je ne suis pas dans le secret du dossier, mais on a vu des cas des enfants, ça fait peut-être, depuis janvier, on a recensé près d'une dizaine d'enfants, soit qui sont disparus, qui sont enlevés ou bien des enfants qui ont subi des viols. Donc on a l'impression que ça devient comme un épiphénomène, ça ne met plus personne. C'est normal. Voilà, comme si ça devient normal. Moi, je pense que
C'est extrêmement grave ce qui se passe et il est temps que l'État puisse taper le poing sur la table et dire stop. Parce qu'il s'agit de nos enfants, il s'agit de nos progénitures, il s'agit de notre avenir, c'est la relève. Et ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui avec les enfants, c'est écœurant. Des jeunes enfants qui rêvaient d'un avenir meilleur, qui estimaient que le lendemain pourrait être un jour beau, et puis on se lève un matin et puis on arrache un enfant à la vie et à ses parents, à sa famille. Moi, je pense qu'il est temps qu'on puisse durcir davantage les peines prévues aux auteurs des actes commis contre les enfants. Que ces peines qui pouvaient souvent être des peines privatives de liberté de 5 et autres soient doublées, soient triplées même, parce qu'il s'agit là d'enlever le souffle de vie à un innocent, à un enfant qui n'avait même pas la possibilité de se défendre. Et je pense qu'à travers des peines coercitives assez sévères, cela aura pour effet de dissuader ces personnes qui sont encore tapies dans l'ombre et qui ont l'intention, ou bien qui ont eu à le faire et qui n'ont pas été inquiétés peut-être parce que la justice n'a pas encore pu les appréhender. Moi, je pense qu'il est temps de doubler de vigilance, de redoubler de vigilance, de faire des sensibilisations, parce qu'il faut se dire que non seulement la société peut commettre des actes, mais aujourd'hui, Oriane, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'enfants, le nombre de sévices que les enfants vivent au sein des foyers. Vous allez voir le cas d'inceste, le cas des attouchements des jeunes filles ou bien des jeunes garçons, le cas de viol même. Souvent même, ce n'est pas des proches, soit le père, soit la mère, soit le cousin, soit l'oncle. Maintenant, sous le regard ou bien la complicité des membres de la famille, parce qu'on se dit qu'on ne veut pas dénoncer Y ou Y. Lorsqu'on a fait sortir, on a vu la vidéo de la petite fille qui a été... qui a perdu la vie récemment, il y a eu des témoignages. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de femmes ou de personnes qui ont subi des viols et des cas d'inceste de la part de leurs proches au sein des foyers. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on vit dans une société, en fait, ça devient une insécurité. Vous ne savez plus à qui est-ce que vous allez confier votre enfant. Et pourtant que jadis, les voisins étaient les pères, étaient considérés comme les pères des enfants. Les enfants allaient sans problème. Mais maintenant, nous sommes une société où les gens se permettent de pouvoir exercer des actes de violence contre les enfants. Donc, il est grand temps qu'on puisse revoir ces textes de loi et qu'on puisse sanctionner sévèrement, durcir le ton et sanctionner sévèrement les auteurs de ces actes. D'accord. Surtout que quand on parle enfant, on entend protection. On entend protection, on entend innocence, on entend quelqu'un qui n'a pas les moyens de se défendre. Merci Sylvie, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Merci encore pour tous ces enseignements et surtout pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.